depuis bien longtemps d'avance, j'ai souvent lutté contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait il faut tout être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, les principes de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la Révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, pour le rendez-vous des internautes. Ils n'achètent pas. Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça se fait, ça? Ben oui, mais c'est comme ça, parce que, comme c'est l'uranium, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on veut essayer de demander, de parler, on nous fait taire. Ah. Absolument. Des années... Depuis 1966 jusqu'aujourd'hui, mais il s'agit de ni la France ni la Suisse n'a versé un franc pour tout ce minerai. Mais il s'agit juste de quelques kilos à chaque fois. Pas possible. Il s'agit de très bons kilos parce que... D'après vous, dans un avion, combien on peut en charger de minerais comme ça à chaque voyage? Ben écoutez, je ne dirais pas que c'est exagéré, mais ce sont des avions cargo. Or, vous connaissez aussi bien le tonnage des avions cargo que moi. Ah, donc c'est une centaine de tonnes? Absolument, absolument, une centaine de tonnes. Et des voyages assez fréquents? Des voyages assez fréquents. Et pendant des années, Oui, des années, des années. Ils ont créé même un terrain d'aviation à côté pour transporter cet uranium, et le gouvernement centrafricain, ça lui passe devant le nez, bien sûr. Mais on vous donnait les résultats de ces recherches sur le minerai? On ne donnait pas. C'est resté tout à fait un domaine secret. Bien, bien. On ne donnait pas de résultats. On ne donnait rien, et puis rien. Alors rien. Mais à un moment, j'avais cru savoir que vous aviez fait arrêter ces extractions de minerais. Non, je ne pouvais pas. C'était la France qui avait arrêté. C'est la raison pour laquelle j'ai été demandé à la Suisse de reprendre. Et quand la Suisse a repris, la France est revenue aussitôt. Cette société à la Suisse, Valéry Giscard d'Estaing ou la famille de Valéry Giscard d'Estaing aurait des intérêts. Absolument, ça c'est fatal. Je peux vous dire que ce qui se fait contre mon pays est une honte. On exploite mon pays et on l'interdit de revendiquer ses droits. On lui dit qu'il est enclavé, il n'a pas de débouché sur mer, il n'a aucune chance, il doit se taire. Et mon pays est devenu tout à fait une terre où on vient exploiter, on exploite l'uranium, on exploite aussi le diamant. Pour le moment, ce sont deux minerais qui sont exploités. Nous avons cependant un important gisement de fer qui se situe à 75 km de la ville de Bangui.
Nous avons fait des dossiers. Nous avons demandé à la France de nous aider à extraire ce fer qui a une très forte teneur en minerais. Par exemple, 75% de fer. Et la France n'a jamais accepté, la France n'a jamais rien. Et ce sont des cas où lorsque un chef d'État centrafricain cherche, fait des démarches, trouve des pays qui acceptent de l'aider pour extraire le minerai, en ce moment-là, la France intervient pour empêcher, parce que la France considère le Centrafrique comme une propriété presque privée. Mais l'influence française est tellement grande qu'elle le montre clairement à des États étrangers à Centrafrique, que c'est elle, la France, qui est propriétaire de terres, que le Centrafrique lui appartient, c'est sa propriété. L'indépendance dont on proclame partout ça et là, ce n'est que des jeux de mots, c'est tout, mais en réalité, le Centrafrique reste encore un petit peu une terre protégée. Le président de Alu-Suisse s'appelle Mayer, Monsieur Mayer, c'est un Suisse. Il y a un fondé de pouvoir qui s'appelle Chevalier, Monsieur Chevalier. Ils étaient tellement contents de l'accord que j'ai conclu avec eux de faire ensemble une société tripartite avec la France. Alors eux, ils ont eu un geste amical, parce qu'ils m'ont remis une montre en diamant. Ils m'ont dit, Majesté, en extrayant l'uranium, nous extrayons aussi du diamant. Et tout ça, c'est grâce à vous. Parce que c'est vous qui nous avez demandé de coopérer avec votre pays pour l'uranium. Alors, on a pensé vous offrir un cadeau. Donc, on vous offre une montre en or, une montre surmontée de diamants. Et c'est le diamant que nous avons extrait. En extrayant l'uranium, nous extrayons aussi le diamant. Ah, oui, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est un peu le même. Les tous sont logés ensemble. Mais toute la terre centrafricaine regorge de diamants et de l'uranium partout. La taillerie du diamant que nous avons, nous sommes associés avec les Américains. Des Beers. Je vous jure que le gouvernement ne perçoit rien. Ils ont 50%, nous avons 50%, mais toutes les pierres taillées sont exportées à Londres, envoyées à Londres par les De Beers, Diamond Distributor Inc. Et le gouvernement passe devant le... Rien. Ah, ça, il faut le crever, il faut sortir de ce cercle. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut sortir, il faut le jeu de la concurrence. Il faut le jeu de la concurrence, il faut... Alors, parce que... ce qui est drôle, c'est qu'une idée comme ça qui jaillit et qui reflète la vérité même n'est pas prise au sérieux, n'est pas acceptée. Et c'est ça, alors, dans ces cas-là, on est obligé d'aller frapper à toutes les portes. Mais quand on sait que, tiens, tel gouvernement a envoyé telle mission à tel endroit, c'est le rôle des ambassadeurs d'ailleurs, qui suivent toutes les délégations qui sortent, qui partent, parce que quand une délégation va faire un voyage dans un autre pays, l'ambassade, pas uniquement l'ambassade de France, mais toutes les ambassades sont au courant. Ils sont au courant. Alors, après, on commence à vous
prévenir, oui, faites attention, vous commencez maintenant à trop vous rapprocher de tel ou tel pays, patati patata, bon, on va vous couper le crédit. Vous savez, c'est toujours comme ça, on va vous couper le crédit, cette histoire de crédit-là. Oui, mais c'est pénible. Ben oui, des menaces, c'est comme ça qu'on m'a menacé aussi. Pas contre moi, c'est-à-dire eux-mêmes, bien sûr que les Américains, ils étaient venus installer l'extraction de manière industrielle avec des machines et tout. Ils avaient des gens qui travaillaient pour eux. Alors, ils avaient préparé un contrat que j'avais signé avec eux au nom du gouvernement. Il y a eu le ministre des Finances qui a signé le même contrat. Au terme de ce contrat, il y avait un tant pour cent à verser au trésor de l'État. Ils devaient construire un village pour les travailleurs. Et ils devaient construire une école pour les enfants des travailleurs, enfin le domaine social. Mais quand j'ai veillé là-dessus, pendant 3 à 4 ans, ils n'avaient rien fait pour les travailleurs. Il n'y avait donc pas le village. Pourtant, on a signé un contrat. Il n'y avait pas de village. Il n'y avait pas de dispensaire, il n'y avait pas d'école. J'ai dit non, c'est une exploitation. Vous avez signé avec nous un document, vous avez installé les machines maintenant, les machines sont en place, vous prenez du diamant, tant pis, pour la part qui devait revenir au gouvernement, vous ne versez pas. Bon, ça, laissons de côté. Alors, on parle de transfert de technologie. Je crois que, pour moi, il faut, si on veut parler de... On n'en parle pas, bien sûr, vis-à-vis de l'Afrique noire, on ne parle jamais du transfert de technologie. Jamais. On parle du transfert de technologie vis-à-vis de l'Union soviétique ou peut-être de la Corée Nord, je ne sais pas. On va chercher des pays comme ça qui sont des pays belliqueux pour parler de transfert de technologie, mais un pays de pur sang, un pays de paix, un pays appelé communément pays pauvre, alors que ce pays pauvre est assis sur une richesse énorme. Alors, pour moi, j'aurais tant souhaité que les exploitations de sous-sol de l'Afrique noire commencent maintenant. Et qu'on essaye de se réunir, que les pays occidentaux se réunissent et abordent le sujet exploitation du sous-sol africain. Voilà un thème. Dans des pays comme le Centrafrique ou comme l'Ouganda, ou comme le Rwanda, ou comme le Burundi, ou comme, je ne sais pas, enfin, tous les pays identiques à Centrafrique, les petits pays. On devrait penser à ces petits pays-là et commencer à décider de l'exploitation du sous-sol. Parce que des dossiers existent. Et les sous-sols accusent, très franchement, des potentiels économiques en minerais. Mais c'est obligatoire. Il faut commencer. Si on exploite déjà, si on veut bien, on peut en même temps adjoindre le problème de technologie, là, parce qu'il le faut, pourquoi pas. Mais il le faut. Au lieu de laisser l'Afrique comme ça tout le temps pour lui déclarer qu'elle est pays pauvre, pays pauvre, pays pauvre, mais quel pays qui n'a pas été pauvre à son commencement? Tous les pays de ce monde étaient pauvres au départ. Moi, je veux dire que pendant 14 ans au pouvoir, je n'ai pas reçu un seul tracteur français. Et comme résultat du Conseil des ministres, Robert Galet a publié officiellement, et ça nous l'avons capté, nous l'avons entendu, qu'au cours de ce Conseil des ministres, le gouvernement et le président Giscard d'Estaing ont décidé de supprimer toute aide financière et matérielle, toute aide financière, économique et matérielle en direction de l'Empire centrafricain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Les banques françaises ont donc rapatrié toutes les parts, les banques franco-centrafricaines, parce que nous avons 3-4 banques en Centrafrique. Bon. Mais les banques ont été créées avec la participation de des parts françaises.
Mais en ce moment-là, après ce Conseil des ministres, toutes les parts françaises ont été rapatriées et les banques se sont trouvées presque à zéro. Alors quand j'ai vu que les banques se sont trouvées à zéro, puis on ne sortait plus d'argent. Non, il y avait plus d'argent en caisse. C'est là où j'ai négocié par l'intermédiaire des ambassadeurs, l'ambassadeur de Libye et l'ambassadeur centrafricain à Tripoli. Je les ai convoqués. J'ai dit, il faut arranger un voyage, il faut arranger un voyage. Je voudrais voir Kadhafi. Le président m'a reçu à 23 h, donc le 19 septembre 1979, à 23 h précises. Le colonel Kadhafi. Le colonel Kadhafi. Il m'a reçu et l'audience a duré 1 heure, de 23 h à 0 h. Bon. Avait assisté à l'audience son ministre des Affaires étrangères, M. Triki. Alors, sur place, après que j'ai expliqué la situation au président Kadhafi, le président Kadhafi a dicté les mesures à prendre à son ministre, le ministre Triki, ministre des Affaires étrangères, et a demandé au ministre de prendre toute disposition afin que le président Kadhafi et moi, on puisse signer le texte le lendemain matin à 8 h. Alors, le texte comportait donc toutes les mesures que le président Kadhafi avait annoncées, à savoir aide tout de suite à mon pays pour une durée de 2 ans. Le président Kadhafi prenait à sa charge de payer tout le fonctionnement des services de mon pays pendant 2 ans, parce que je le lui avais demandé. Il me fallait, oui, les frais de fonctionnement. Il me fallait 2 ans, le temps de remettre l'économie d'un pays en marche. Comme je vous dis que Kadhafi m'a reçu à 23 h, de 23 h à minuit, malheureusement à 2 h du matin, le ministre Triki vient m'annoncer, alors que je dormais déjà, il a frappé à ma porte, je me suis réveillé, et il m'a dit, la France a pris mon pays. J'ai dit comment? Il dit oui, jusqu'à envoyer à peu près 30 000 hommes pour m'empêcher de rentrer. Des militaires français? Ce sont des militaires français, les troupes de Barracuda. Les troupes du Barracuda? Les troupes Barracuda. C'était l'opération Barracuda. C'était l'opération Barracuda. Bon. Lorsque j'ai rencontré le président Kadhafi, l'argent, oui. Mais au moment où les troupes françaises sont arrivées à Bangui, j'ai voulu le voir. Il m'a dit non. Il a dit à Triki de me faire savoir qu'il ne me reçoit pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors Triki m'a dit, il vous propose de reprendre les 500 soldats que vous lui avez donnés pour la formation militaire. Et il pourrait le compléter, porter ce nombre à 2000 ou 3000 selon votre propre désir, et qu'il vous conseille d'aller à la contre-attaque. Alors moi j'ai dit non, j'ai suffisamment réfléchi et j'ai dit à Triki, je ne peux pas. Je ne peux pas pour la raison qui est celle que j'ai été formé par la France, par les officiers français, je suis citoyen français, je suis moi-même, même si j'ai été détaché et mis à la disposition de mon pays, à la demande de mon pays, ce n'est pas cette raison de la présence des troupes françaises à Bangui qui ferait que j'aille combattre ces troupes-là. Je ne peux pas. C'est impossible. Je dis, quand on aime un pays, c'est un peu comme sa patrie, c'est comme sa maman. Je ne peux pas, moi, Bokassa, diriger le canon de mon arme contre un soldat français. Mais je pensais qu'en allant trouver Giscard, on pouvait trouver une solution. Une solution intermédiaire qui pouvait nous arranger tous. Malheureusement, j'ai été très mal reçu parce que aussitôt que l'avion... Donc votre caravelle était à Benghazi? Ma caravelle était à Benghazi, avec moi. Le 20 septembre, le 20 septembre 1979. J'ai donc quitté Benghazi le 20 septembre 1979 à 10 h du matin pour Paris. Vous traversez. Mais entre-temps, pendant le vol, j'ai réfléchi.
J'ai demandé au pilote d'aller avec moi vers un autre pays, tel que le Maroc. Parce que, en cette époque-là, j'avais l'amitié du roi Hassan II. Alors, je voulais aller d'abord là-bas, mais les pilotes avaient déjà reçu des consignes de Giscard et ils ont refusé de m'amener au Maroc. Donc, ils ont continué directement sur Paris et à partir, aussitôt que l'avion Caravelle a pénétré dans le ciel français, des Mirages, donc des avions de guerre, sont venus poursuivre mon avion et l'obliger à aller atterrir sur le terrain militaire d'Évreux. Alors que moi, je voulais atterrir simplement à Roissy. Mais j'ai été obligé par les avions de chasse français à atterrir à Évreux. Alors, quand je suis arrivé à Évreux... Pourquoi, d'après vous? Hein? Pourquoi à Évreux? Eh bien, parce que je devais être arrêté. C'était les instructions que Giscard avait données. C'était pour pouvoir m'arrêter. Quand je suis arrivé sur le terrain militaire d'Évreux, j'ai trouvé un régiment de troupes françaises. Le régiment était là au complet avec des chiens bergers allemands. Les troupes étaient équipées, il y avait des chars de combat partout. Et aussitôt que mon avion a été dirigé vers un point, ils ont tout de suite placé un char devant, un char derrière, un char sur le côté droit, un char sur le côté gauche. Et ensuite, il y a eu le colonel qui commande la base militaire d'Évreux, qui est venu avec 6 soldats, qui a invité toute ma suite à quitter l'avion. Et ce colonel et les soldats m'ont bloqué à l'intérieur de l'avion. Et c'est là où ils ont commencé à me fouiller. Et tout ce que j'avais amené comme valise a été saisi. Ils ont pris ma valise. Ils m'ont laissé avec cette tenue-là. Cette tenue, c'est une tenue que j'ai achetée en Chine quand j'étais en visite officielle en Chine. Ils vous ont fouillé? Ah, ils m'ont fouillé jusqu'à un endroit impossible. Alors moi, je me suis étonné, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous me faites ça? Ils m'ont dit, taisez-vous, vous ne commandez plus rien. Ils m'ont fouillé de partout, ils m'ont fait déshabiller, ils m'ont mis nu dans mon avion. Et après m'avoir fouillé, déshabillé, ils ont fait fermer l'avion. Je suis resté tout seul dedans pendant 4 jours et 4 nuits. Dans l'avion? Dans l'avion. Sans voir de journalistes? Non, du tout, non, impossible. Impossible. Et en ce moment-là, il y avait toujours les troupes françaises armées jusqu'aux dents et qui étaient là. C'était une séquestration? C'était une séquestration illégale. C'est arbitraire, c'est du jamais vu. Et donc, depuis votre départ, la veille de Benghazi, vous n'aviez jamais pu rencontrer de journalistes? Vous aviez jamais pu... Jamais, absolument jamais. Jamais. Bien, 4 jours dans l'avion. Et puis? Ben, 4 jours dans l'avion, le 4e jour au matin, au grand matin, donc à 4 h du matin, les mêmes troupes sont venues avec le colonel, sont venues me chercher de cet avion-là pour me transférer dans un avion militaire DC-8 de l'armée de l'air française. Et là, il y avait 120 militaires dedans, armés, ils avaient des pistolets, ils ont chargé les pistolets et ils prenaient la garde autour de ma tête 6 par 6 jusqu'à l'arrivée à Abidjan. Vous étiez tout seul? Pourquoi? Moi, j'étais tout seul. Nous sommes partis à 4 h du matin. On est arrivé à 9 h du matin ici et ils m'ont remis officiellement au président au fait. Depuis le 24 septembre 1979, je suis déjà depuis 4 ans ici à Abidjan. Et entre-temps, tout vous a été... Eh bien, écoutez, après que Giscard m'a expédié ici, il a donné l'ordre à l'ambassadeur Robert Piquet de récupérer mes biens. L'ambassadeur Robert Piquet, avec le concours des soldats français, ils ont enlevé, ils ont pris la totalité de mes biens dans mon propre village et à Bangui. Mes villas de Bangui, la villa dans laquelle je dormais dans mon village natal, a été complètement fouillée et tout a été pris. Tout. Ces biens-là ont été chargés dans les avions Transal et amenés en direction de Orléans et ils ont été débarqués dans un magasin militaire à Orléans à la disposition de Giscard. J'ai appris que Journiac n'avait pas apprécié ce que Giscard m'a fait
parce qu'il était conseiller juridique de Giscard. C'est tout ce que j'ai appris. Le reste, rien. Parce que M. Focard, à l'époque, n'était plus à l'Élysée. Non, non, il n'était pas à l'Élysée, non. Non, non. Il s'occupait plus de ses affaires. Il n'était pas à l'Élysée. Puis il y avait une femme juge d'instruction à Paris qui vous avait défendu. Oui, Madame Rosès, qui était présidente du tribunal de grande instance de Paris. Oui. Elle non plus n'avait pas apprécié ça. Enfin, c'est ce que l'on m'a rapporté parce que moi je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme? Ben, il paraît que Giscard l'a mutée parce que Giscard lui reprochait le fait de m'avoir défendu parce que elle n'avait pas apprécié ce que Giscard avait fait et Giscard était mécontent. Donc Giscard l'a mutée à la cour de la Haye, à la justice de la Haye. Elle n'est plus en France, elle est à la justice de la Haye. Donc elle a été mutée à cause de moi. Giscard est un homme qui a un gros cœur. Ouais, c'est un homme jaloux. Parce que quand il venait dans mon village natal, je déménageais mon épouse. J'ai envoyé mon épouse à Bangui. Je mettais la villa somptueuse, la villa principale, notre villa principale, mon épouse et moi. On a une villa qui était notre villa principale, avec tous les biens dedans, avec les coffres-forts, avec nos diamants qui étaient dans les coffres-forts. Non, je dis que mon cas est un cas très très mystérieux. Giscard est le seul à expliquer. Or, quand les journalistes lui posent des questions, il n'explique pas. Mais, puisque c'est comme ça, moi je vais vous faire une révélation. Le président Félix Houphouët-Boigny, que je respecte comme un père, il n'a pas manqué de me dire à plusieurs reprises, par plusieurs fois, il m'a dit que Giscard avait fait que je n'avais rien fait. Et Giscard m'a noyé exprès. Et que quand il a décidé de me noyer, c'est Senghor qui l'a poussé. Senghor a dit il faut le faire. Parce qu'il est empereur, il faut le faire tomber. Houphouët me l'a dit. Moi je peux citer maintenant. C'est quand même un grand homme. Je ne crois pas qu'il ait à un seul moment menti. Il y a eu un problème de famille là-dessus aussi. Ah. Ah, oui, ben parce que mon foyer n'existe plus. C'est-à-dire? Ah, je ne vais pas le dire parce que j'ai pris l'engagement devant mon ex-épouse de ne pas le dire. Mais c'est depuis que Giscard m'a fait tomber, non seulement il a pris mes biens, mais il faut qu'on pose la question à Giscard, qu'est-ce qu'est devenue l'impératrice Catherine Bokassa? Il faut qu'on lui pose cette question-là aussi. Comme sa femme venait de passer 24 heures à Bangui, il faudrait que je lui envoie Catherine, et l'échange des épouses comme ça permettra aux Français et aux Centrafricains de savoir que notre amitié va toujours très bonne, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de point noir, qu'il n'y a pas de problème. Il m'a parlé, il m'a téléphoné, il m'a dit d'envoyer Catherine. Moi j'ai envoyé Catherine. Mais moi j'ai envoyé Catherine 2 mois avant qu'il me fasse tomber. Et Catherine est restée avec lui 2 mois. Je ne sais pas où se trouvait Anémone, mais Catherine, Journiac venait prendre Catherine carrément pour aller à l'Élysée. Ça c'est elle, Catherine, qui me l'a dit. Au début, c'était à l'Élysée. Mais après un certain temps, ça s'est passé à Ardricourt. Mais au début, quand j'avais annoncé... Chez vous? Oui, chez moi. Chez moi, à Ardricourt, mais quand j'avais annoncé ça au Canard Enchaîné, il y a des enquêtes qui avaient été faites auprès des habitants de Ardricourt. Ils avaient reconnu que oui, effectivement. Avec l'hélicoptère, il descendait dans le jardin avec l'hélicoptère. Il a promis un traitement de 50 millions de francs par mois à Catherine. C'est comme ça que Giscard ne m'a pas tué. Mais Giscard a bien consulté Catherine et Catherine a pris une grossesse avec Giscard. Non, attendez. Mais comme c'est Journiac qui servait pour les rendez-vous avec Giscard, c'était Journiac qui s'occupait de ça. Mais Journiac, Catherine ne l'a plus aussi. Puis il a utilisé Catherine. Journiac
était devenu l'ami intime de Catherine et Giscard s'en est rendu compte. Il a su que Journiac lui coupait les pieds, couchait avec Catherine. Il envoie Journiac en mission en Afrique centrale, d'abord à Libreville, et Journiac prend l'avion de Bongo. Et il va au Cameroun. Or, ils ont mis un explosif. À peine arrivé au Cameroun, l'avion a explosé avec Journiac. Il est mort dans l'avion. Il est mort dans un accident d'avion, là-bas, au Cameroun. Ça fait beaucoup, les accidents d'avion. Hein? Ben oui, mais c'est pour ça, Giscard est très fort. Hein? Il est très fort. Et il a tué Journiac, parce que Journiac a couché avec Catherine. Pendant les 7 ans de Giscard, Centrafrique était à Giscard, à lui seul. Il a su exploiter le Centrafrique. Combien de nombre d'éléphants tués? Et il n'a jamais respecté les textes centrafricains qui régissent les zones de chasse. Parce qu'il y a des textes qui disent que tout ce qui possède les zones de chasse sont astreints à payer une certaine somme à l'État. C'est des sommes très modestes, mais il faut les payer quand même. Mais Giscard d'Estaing n'a jamais payé un sou, pas un franc.